Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril. Et je sais que vous voyez cette vidéo, nous sommes le 31 mai, mais j'ai mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo. Donc il y a des chances que les deux bilans se suivent assez rapidement. J'ai lu au total 21 lectures et on commence tout de suite avec 3 romans que je vais regrouper puisque si vous avez vu normalement dans mes précédentes vidéos, je continue petit à petit la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Par conséquent, j'ai lu Cœur poivré, Cœur cookie et Cœur piment. Donc Cœur poivré, tout comme Cœur cookie, ce sont en fait des petites histoires indépendantes. Dans Cœur poivré, je crois qu'on suit les copains d'une des deux jumelles, il me semble. Dans Cœur Piment, par exemple, ici, ça va être l'histoire de Ash, donc le copain de Oni. Après, ce sont toujours des petites lectures très agréables. Les histoires parallèles ne sont pas forcément mes préférées parce qu'elles sont souvent très courtes. Donc je préfère autant les tomes principaux de la saga. Mais ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peu plus sur certains personnages qui ne sont qu'évoqués dans la série initiale. Pour ce qui est de Cœur Cookie, alors ça spoil forcément si vous n'avez jamais lu la série. Mais donc ce 6e tome est un tome un peu spécial puisqu'on va apprendre l'existence d'un demi-frère caché, Tanbury, qui a donc le même père mais pas la même mère que les filles Tanbury. Par conséquent, on va suivre son histoire à lui, il va rencontrer toutes ses sœurs et c'est un tome que j'ai bien aimé même si c'est pas mon préféré. Je préférais les points de vue des filles mais ça reste... On apprend beaucoup de choses sur Cookie. Alors il s'appelle Jack Cook et c'est pour ça qu'on l'appelle Cookie. Et c'est un personnage quand même qui est très attachant puisqu'il veut tout faire finalement pour aider sa mère et aider ses petites sœurs de son côté. Donc ses petites sœurs qui ne sont pas de la famille Tanbury. Donc voilà pour ces 3 premières lectures. Dans un tout autre registre, j'ai lu un roman de l'École des loisirs. Il s'agit de L'âge des possibles de Marie Chartres. Donc dans cette couverture, vous voyez déjà un peu l'idée puisqu'on va voir 3 personnages ici. Et en nombre, on va les voir en fait s'épanouir dans la ville puisque ça se passe à Chicago. On suit principalement les personnages de Saul, Rachel et Temple. Donc Saul et Rachel, ils appartiennent tous deux à la communauté Amish et c'est donc leur Rumspringa, le moment où ils vont avoir l'autorisation pendant quelques jours de sortir de leur communauté pour à la fin faire le choix de revenir à leur civilisation et de dire adieu à toutes les technologies, toutes les choses qu'il peut y avoir, tout le monde autour, ou alors justement abandonner définitivement sa famille pour se lancer dans le monde. Un choix forcément très difficile et ces personnages vont faire finalement connaissance avec une ville immense puisque Chicago c'est quand même très très grand alors qu'ils sont habitués à leur petite vie à la campagne. Alors ils ont quand même des contacts avec les gens, ils sont pas totalement fermés et ça nous apprend pas mal de choses je pense sur les Amish qu'on ne sait pas. Mais c'est un roman vraiment, vraiment bouleversant. D'autant plus qu'on a aussi le personnage de Temple. En fait, elle est habituée à sa vie dans sa petite ville. Ses parents sont commerçants et elle est finalement tout le temps dans leur boutique ou alors à l'école, mais toujours dans le même village. Et là, il faut qu'elle aille à Chicago pour voir une des personnes qu'elle aime le plus au monde, donc une star. Et il se trouve qu'à Chicago, sa sœur y est, elle va être accueillie par elle. Enfin, normalement. Et Temple est un personnage très stressé. Et je trouve que je pense qu'on peut dire que Temple souffre d'anxiété sociale notamment. Et ça va permettre d'aborder des sujets tellement profonds dont on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que j'ai trouvé ce roman très très juste, très très beau. C'est un roman choral, donc on suit les différents points de vue des personnages et on les voit évoluer ensemble, mais aussi indépendamment, puisqu'ils ne vont pas avoir la même évolution. Et c'est vraiment une histoire très très belle que je vous recommande. Les 3 prochains textes, je les ai lus principalement dans le cadre de mes cours en licence de lettres, mais vous allez voir que ce n'était pas que ça. Donc j'ai relu, puisque je l'avais déjà lu, Poil de carotte de Jules Renard pour faire un exposé sur en fait les points communs qu'il peut y avoir, les différences aussi, avec son adaptation en pièce de théâtre, donc Poil de carotte, comédie en un acte, toujours de Jules Renard, puisque entre 1894 et 1900, l'auteur lui-même a fait le choix d'adapter son histoire en pièce de théâtre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit finalement 2 choses assez différentes.
On va toujours avoir le personnage de Poil de Carotte, forcément, puisque ça reste mine de rien le personnage principal, mais la relation qu'il va avoir avec ses parents va beaucoup changer. Dans le roman, on voit surtout la relation fils-mère, qui n'est pas forcément très très bonne, et le père paraît très très absent, alors que justement, dans la pièce de théâtre, c'est la mère qui va être mise de côté. On va très peu en parler, on va juste savoir qu'elle est là, et on va se concentrer sur la relation qu'a le fils avec son père. Et c'est très intéressant puisque ça apporte un autre point de vue, un autre angle sur cette histoire, sur ce personnage assez complexe qu'est Poil de Carotte, ainsi que sur sa famille. Dans les deux cas, on a des formes assez particulières, puisqu'ici c'est plus un recueil dans l'idée qu'on a plein de petits épisodes, par exemple le programme ou les têtards. Ce sont plein de petites histoires, plein de petites aventures qui n'ont pas forcément une chronologie fixe, mais on voit quand même une évolution. Et donc forcément, dans la pièce de théâtre, vous vous doutez qu'on a aussi une forme particulière, puisque c'est une comédie en un seul acte, où Jules Renard a en fait repris certains passages du roman pour les adapter et pour les dépasser afin d'approfondir. C'est deux lectures que j'ai beaucoup appréciées et malheureusement on a eu peu de cours dessus, donc je suis quand même contente d'avoir pu faire un exposé qui m'a permis moi d'en savoir plus sur Poil de Carotte. Puis j'ai lu Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq, que vous avez sans doute dû voir passer assez régulièrement sur les réseaux littéraires. Vous avez aussi peut-être vu passer son nouveau titre, donc c'est Le couple et l'argent si je ne dis pas de bêtises, et c'est chez la collection L'Iconoclaste. Les Grandes Oubliées, c'est en fait un essai sous forme de différents chapitres. Ici on va avoir une évolution chronologique, on va partir de la préhistoire pour arriver à notre époque, et où Titu Lecoq, donc une journaliste et une essayiste engagée dans la cause féministe, va expliquer pourquoi les femmes sont souvent effacées de l'histoire. Alors forcément c'est engagé, donc dans certains moments ça va être un peu poussé à l'extrême pour montrer toutes les dérives du patriarcat, mais ça reste fondé sur des sources historiques, elle a fait des recherches, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Oui, l'écriture, on sent que c'est incisif, que c'est engagé, mais c'est aussi quelque chose de vrai, ce n'est pas inventé pour inventer une histoire des femmes et un féministe. Non, les femmes ont eu une histoire, c'est simplement qu'on les a oubliées, on a tendance à les faire passer derrière des hommes. Et donc je dis que je l'ai lu pour les cours, mais j'ai aussi lu pour moi, parce que ça faisait très longtemps que je le voyais et que j'avais très envie de le découvrir. Cette lecture était conseillée par notre enseignante et j'ai eu l'occasion de réaliser un dossier justement sur une femme peintre, une peintresse qui a été un peu cachée par son frère, qui lui était un homme. Et donc même s'ils ont eu un succès, un talent on va dire assez similaire, justement leur succès a été différent parce que l'un était un homme et elle était une femme. Et c'est un peu tous ces mécanismes que Titu Lecoq cherche à expliquer dans son ouvrage. Pendant ce mois d'avril, j'ai également lu plusieurs mangas numériques, puisque mon père a fait le choix dernièrement de prendre de plus en plus de mangas numériques, parce qu'on n'a pas forcément la place de tout loger. Alors je sais pas si vous en avez déjà lu, mais je trouve la qualité franchement très très bonne. Alors ça fait bizarre la première fois, parce qu'il faut penser à tourner les pages dans le sens inverse par rapport à un e-book, puisque ce sont des mangas. Donc j'ai lu Otaku Otaku, le premier tome c'est de Fujita chez Big Kana. J'ai également lu Sons of Lives, tome 1 à 5 de Amu chez Akata. Et c'est tout. Donc 6 mangas numériques, une série et un premier tome. Alors ce premier tome, la série Otaku Otaku, elle est terminée. Simplement que je ne pense pas la poursuivre parce que ça ne m'a pas forcément beaucoup plu. L'idée est plutôt bonne puisqu'on va suivre des personnes, donc des adultes qui sont passionnés par leur domaine, c'est pour ça qu'on les appelle otaku, donc en gros des geeks, et il va y avoir une histoire d'amour entre ces différents adultes. Mais la façon dont l'histoire est écrite m'a un peu dérangée puisqu'on a en fait des espèces de micro-scènes qui se suivent et je sais pas, ça l'a pas trop fait, j'hésitais à poursuivre, je pense pas forcément parce que c'est pas, disons, ma priorité de lecture en manga. Par contre, pour ce qui est de Sons of Life, j'ai vraiment adoré. Donc c'est un manga qui est sorti très récemment, je crois d'ailleurs que le 6e tome est sorti mais je ne l'ai pas encore lu, où on va suivre un jeune garçon, alors j'ai plus du tout son nom, excusez-moi, qui va se mettre au koto, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est donc un instrument de musique, je sais pas si vous voyez, c'est une grande... c'est un espèce de grand bout de bois sur lequel il y a 7 cordes, je crois.
et donc assez imposant, qu'on pose au sol ou qu'on pose sur des tables et avec lequel on joue un peu à la façon d'une guitare ou de tout autre instrument à cordes. Et donc ce jeune garçon, il appartient au club de koto de son lycée, mais comme toutes ses amies sont parties parce qu'elles avaient 1 an de plus que lui, il doit faire revivre ce club. Et on va donc avoir différents personnages qui vont arriver. On a autant un jeune garçon un peu délinquant, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, on se dit oh mais il vient là juste pour squatter, il va finir par ne pas y arriver. On a aussi une spécialiste justement qui a appris dans une grande famille et donc elle en fait depuis toute petite, elle est très talentueuse. Et en fait, tout cet assemblage de personnages qui vont se mettre ensemble à jouer, ça forme quelque chose de très intéressant, surtout qu'ils sont plutôt approfondis tous. Ça dépend des tomes forcément. Mais pour l'instant, je m'attache beaucoup à eux, j'aime beaucoup cette histoire et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vais rester dans les graphiques avec un autre manga, ainsi que plusieurs bandes dessinées. J'ai aussi un album et ensuite on reviendra au roman. Donc j'ai lu le tome 2 de Katsu de Mitsuri Adachi. Donc chez Nobinobi, c'est une réédition, je vous en avais déjà parlé le mois précédent, puisqu'ils sortent les tomes assez vite comme c'est une réédition. Ce sont des doubles tomes et c'est une série qui est prévue en 8 doubles tomes comme ça. Donc ça avance assez rapidement et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Donc autour de la boxe. Alors après sur les dessins on est sur quelque chose d'assez simple. Mitsuri Adachi a en fait un style qui change pas beaucoup si vous regardez ses différents mangas. Les personnages ont presque tous la même tête. Mais j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup les personnages. J'aime bien voir leur progression et j'ai assez hâte de découvrir la suite et d'en savoir plus sur cette histoire. Puisque forcément en un tome vous vous doutez que j'ai pas forcément plus de choses à dire que le mois dernier. Mon avis reste le même, j'aime plutôt bien et j'ai hâte de voir la suite. En bande dessinée maintenant, alors c'est une série en 2 tomes que j'avais découvert grâce à Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et je m'étais laissé tenter avec mon pass culture. Donc il s'agit de La Fête des Ombres, tome 1 et 2 par Atelier Sento et c'est aux éditions Isekiniko. Donc voici le tome 1 et le tome 2. Ce sont des bandes dessinées à chaque fois de 80 pages à peu près, je crois. C'est ça, donc en 2 tomes avec des sortes de petits chapitres. Pour vous expliquer, on a le personnage de Naoko, donc une jeune femme qui a en fait fait le choix de devenir, je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier, mais de guider les ombres. C'est-à-dire qu'en fait, les morts, quand ils meurent, ils vont d'abord être des ombres et ils ne se souviennent quasiment de rien. Et le but de ces personnes, c'est donc de les guider, de leur faire retrouver leurs souvenirs pour qu'ils puissent partir en paix. Et ils ont 1 an pour cela. Naoko, elle n'a pas eu de chance sur sa première histoire, je crois, puisqu'elle avait dû aider une petite fille. Et là, elle va rencontrer un nouveau fantôme, une nouvelle ombre, donc un homme qu'on voit ici. Et elle va devoir le guider. C'est une histoire assez particulière. Alors les traits graphiques, c'est pas forcément ce que j'aime parce que c'est un style un peu japonisant, mais avec la couleur un peu occidentale. Je sais pas si vous comprenez forcément, mais c'est pas ce que je vais avoir l'habitude de lire en bande dessinée. Et pourtant, c'est quand même une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Vous doutez que cet univers entre la mort, la vie, les ombres, c'est une atmosphère un peu particulière, assez sombre mine de rien. Mais Naoko, elle est là justement pour essayer d'apporter une lueur d'espoir à cette ombre, à cet homme. Et on va avoir au-delà elle va faire, disons, des erreurs, des choix auxquels on ne s'attend pas et qui peuvent, elle, la mettre en péril, mettre sa vie et toute son histoire en péril et mettre lui aussi, cet homme, en péril. Et c'est une histoire très touchante, très troublante, mais qui reste quelque chose que j'ai pas mal apprécié. Après, j'ai un peu du mal à mettre des mots dessus. En bande dessinée toujours, et c'est un coup de cœur, il s'agit de Trésor, le tome 1, La Vague Rouge, de Pauline de la Provôté et Jean-Baptiste Sorel aux éditions Dupuis. Donc déjà, je vous laisse un peu apprécier la couverture, cette beauté, ces personnages très très beaux. Et c'est tout pareil en fait, toutes les illustrations sont comme ça, avec beaucoup de couleurs. Bien sûr, je vais tomber sur les pages les moins belles, mais nous avons des choses un peu comme ça. Et derrière, on voit une carte qui a été réalisée par le jeune Trésor.
Donc le jeune Trésor, je ne sais pas du tout si on connaît son âge. Il a 9 ans, et ses amis pareil, ils ont une dizaine d'années. Et ils vont se lancer dans une expédition un peu particulière, puisque Trésor, sa mère est décédée, elle avait un bateau qu'elle lui a laissé et sur lequel il aime beaucoup jouer, mais il va décider de partir à l'aventure avec ce bateau, peu importe ce que disent les adultes. Donc vous vous doutez que c'est un peu dangereux, mais on va avoir cette espèce de flou entre réel et imaginaire qui fait que ceux auxquels ils ne croyaient pas forcément, ou du moins ils imaginaient, va se produire. C'est une histoire pleine d'humour, pleine d'amitié, avec beaucoup d'expressions qui m'ont fait beaucoup rire, beaucoup de couleurs, des très très beaux dessins, des très très belles planches. C'est assez addictif et on a envie d'avoir la suite parce que ça se finit sur un suspense où forcément on a envie de connaître la suite de cette histoire, mais je vais attendre bien sagement. Ça propose beaucoup de valeurs très très belles je trouve, et donc à destination des plus jeunes, des 10 ans forcément, puisqu'on veut poursuivre ces personnages de cet âge-là, mais je pense qu'à tout âge on peut l'apprécier pour toutes les touches d'humour qu'il y a, les expressions qu'on ne va pas forcément comprendre plus petit, qui vont s'avérer plus percutantes quand on est plus grand. Et c'est vraiment quelque chose de très très chouette, une bande dessinée que j'ai adorée et j'ai déjà hâte d'avoir la suite. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Pauline de la Provôté qui me l'a dédicacée. Donc avec le petit Trésor ici. Et vraiment j'ai hâte d'avoir la suite. Dernière bande dessinée que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai empruntée à la bibliothèque. Il s'agit de Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Zution chez Le Lombard. C'est une bande dessinée de 152 pages, donc quelque chose d'assez gros avec des couleurs un peu pastel. Je vous mettrai la couverture. C'est une histoire que j'ai trouvée belle, que j'ai trouvée touchante, mais c'est le genre de livre sur lequel je ne ferai pas d'avis sur Instagram parce que je ne sais pas forcément comment en parler. Même si ça m'a pas mal touchée, même si j'ai trouvé ça très beau, je ne sais pas quoi en dire, donc je ne saurais pas trop vous la présenter. On va en fait être sur une histoire qui questionne l'identité, mais aussi le passage à l'adolescence, avec toutes les questions qu'on peut se poser à ce moment-là. Donc c'est très introspectif en quelque sorte. Et la mise en image est bien choisie, je trouve, avec ces tons pastel, cette importance du bleu et du rouge. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Mais je ne saurais pas vous en dire plus. Puis, je vous en parlais dans mes acquisitions livresques d'avril. J'ai lu L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling de V. Simon Catelin et F. Soutif, publié chez les éditions Kaléidoscope. C'est un très très grand album, pas très très long, avec des illustrations absolument magnifiques. Vous pouvez le voir à la couverture, c'est très très riche, très détaillé, et c'est ça sur toutes les pages puisqu'on a des doubles pages. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une expédition rocambolesque parce que le professeur Schmetterling, il est persuadé que le Levana, un papillon que tout le monde croit disparu, existe encore. Donc il va partir à sa recherche et on va voir des doubles pages au cœur de la jungle, sur des sommets enneigés, dans le ciel. Donc vraiment des doubles pages magnifiques qui nous montrent des décors très variés avec beaucoup d'animaux, beaucoup de couleurs. Et tout ça pour une très belle morale à la fin. Je ne peux pas vous le dire forcément, mais ça m'a surpris et j'étais vraiment contente quand j'ai vu ça. Je l'ai relu forcément, vous comprendrez pourquoi en le lisant. Je l'ai relu, j'ai cherché, j'ai bien regardé et c'est quelque chose qui s'apprécie, qui se re-regarde, qui se lit, qui se découvre. Franchement, on a tellement de choses à repérer, je pense que même si je la relis maintenant, je vais voir des détails qui m'auront échappé parce que les planches sont vraiment magnifiques. Si je vous montre un peu la montagne, voilà. On a vraiment une double page avec énormément de détails, avec forcément donc une histoire aussi, et à la fin on a quelques explications sur les animaux, sur les papillons, puisque c'est en fait réalisé en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est vraiment un album très très riche, très très beau, donc si vous avez l'occasion de le découvrir, franchement foncez. Et donc enfin, pour clore cette vidéo, j'ai lu 2 petits romans de la collection D'une seule voix chez Actes Sud Junior. Il s'agit de Aigre-Doux de Wilfried Nsondé, qui questionne celui-ci le racisme et l'identité. Et un deuxième, Cheval Océan de Stéphane Servant,
qui cette fois-ci aborde les violences de la vie et les violences faites aux femmes. Donc dans le premier, on a un questionnement lié au racisme ordinaire qu'il peut y avoir, sur le fait qu'on va demander les origines de personnes qui en fait sont en France depuis des années, et c'est pas parce que leur couleur de peau indique qu'ils ont eu un jour des ancêtres venant d'un autre pays qu'ils ne sont pas français. C'est un très beau témoignage, je trouve, et le deuxième est plus difficile, vous en doutez, il y a pas mal de trigger warning, puisque on va parler des agressions sexuelles que peuvent subir les femmes, alors dans ce cas-là. Et celui-ci, il était touchant, assez difficile. C'est pas mon préféré de la collection dans le sens que il n'est pas aussi positif que d'autres peuvent l'être, même s'il y a quand même toujours la très belle morale qu'on peut avoir dans la collection d'une seule voix. Donc ça reste deux lectures assez différentes pour une fois et qui me permettent de continuer ma découverte de cette collection que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Je vais pas vous demander vos lectures d'avril parce que je m'excuse encore, mon bilan sort vraiment tard, mais les lectures que vous avez pu faire dernièrement ou si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé ici, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à commenter, à partager. Je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo, probablement mon bilan du mois de mai ou alors mes achats, je vais voir, je sais pas encore. Je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.